Eh bien, merci à toutes d'être là. Une fois de plus, une majorité de femmes, c'est merveilleux. Les femmes vont enfin transformer vraiment le monde. Donc, je vais me présenter à vous en quelques minutes et puis après, je laisserai la parole à Philippe. Donc, comme je disais en préambule, Philippe et moi, nous nous sommes rencontrés sur un lieu très particulier, puisque c'était un lieu d'apparition mariale à Medjugorje, et c'était en 1991. Donc, ça fait 30 ans où nous avons échangé, collaboré. On s'est un peu perdu de vue quand je fus une période de ma vie au Canada. Et puis, je suis revenu sur le continent européen. Mon métier, moi, je suis un passionné de tout ce qui est l'humain à travers plein de sciences. J'ai découvert tout ce qui était la partie cerveau et neurologie grâce à Philippe, qui m'expliquait tout ce qu'il avait créé, développé, mis en place, toutes ses recherches, etc. Et puis un jour, l'idée m'est venue de lui poser la question en lui disant, mais si tu arrives à des résultats avec des gens qui ont eu des accidents cérébrovasculaires, je me souviens notamment d'une personne aphasique dont tu t'occupais, qui était venue une ou deux fois en stage, est-ce qu'on peut faire des choses pour des gens qui n'ont pas eu d'accident cérébrovasculaire? Puis de là, on a développé ensemble toute une formation de week-end qu'on a mis en place avec le Centre des jeunes dirigeants de Picardie, où on a donné quand même un certain nombre de formations avec des résultats qui étaient très étonnants. Philippe m'avait déjà fait remarquer que quand je prenais la parole et que je faisais quelques exercices, ma voix avait quelques impacts. Donc oui, effectivement, peut-être, je ne sais pas. J'ai jamais creusé si j'avais un don pour pouvoir aider les personnes. Toujours est-il que j'ai fait, et je continue, à intervenir. Alors, dans les entreprises, j'interviens de plus en plus, aussi bien en présentiel que en ligne, auprès d'individus qui sont soit dans les entreprises, mais du fait de la situation actuelle, sont un peu mal pris, comme diraient mes amis québécois. C'est-à-dire qu'ils sont angoissés, ils sont un peu traumatisés par tout ce qui arrive. Et puis, des gens qui se posent des questions sur leur devenir, leur talent, leur créativité, qu'est-ce que je pourrais faire, qui ont envie de participer en fait à la construction d'un monde, et puis qui parfois, parce que c'est pas enseigné dans les écoles, parce que c'est pas enseigné dans les familles non plus, bah, ressentent qu'il y a quelque chose au fond d'eux, quelque chose à faire, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer, ça n'arrive pas à sortir. Donc je synthétise beaucoup, hein, beaucoup. En ce moment, par exemple, je coach une personne qui a 70 ans et qui dit bah, j'ai fait toute ma carrière, j'ai pas choisi mon métier, je l'ai fait parce que ça me permettait d'être à côté de mon conjoint. Puis mon conjoint est parti, puis j'ai continué ce métier-là, mais maintenant j'ai 70 ans, j'aimerais bien pouvoir faire ce qui me passionne et ce que j'ai dans les tripes, donc il n'y a pas d'âge, en fait. Et Philippe va nous l'expliquer tout à l'heure encore beaucoup mieux, de savoir que dans notre cerveau, on a un potentiel quasiment infini et permanent. Voilà, donc en ce moment, bah, je travaille beaucoup à distance, qui comme peut-être comme vous aussi, et que c'est pas ce qu'il y a de plus simple de rester dans un petit local seul, malgré il manque l'échange humain, il manque quelque chose, il manque une dimension. Et puis en étant au Canada, j'ai développé une méthode qui s'appelle la symbiocratie. Alors la symbiocratie, c'est justement tout ce que j'ai rassemblé des travaux que j'ai pu faire avec Philippe ou que j'ai pu faire avec d'autres pour pouvoir permettre aux gens de vraiment changer de posture et rentrer dans ce monde qui est en train de se construire, parce que rien ne sera plus comme avant, après ce choc que nous avons, qui n'est peut-être pas terminé. Philippe, à toi la parole pour te présenter. Merci Didier de ta présentation. Je vais essayer de me présenter un petit peu. Donc, je suis neurologue, maintenant j'ai terminé ma carrière, je suis à la retraite. Mais au-delà de mes études classiques de neurologie, je me suis intéressé au cerveau déjà par des ouvrages dans les années 80, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un coach en entreprise parisien qui organisait des stages déjà à cette époque, qui revenait des États-Unis, qui avait suivi une formation à Harvard et qui me parlait déjà de cerveau droit, cerveau gauche,
parce qu'il y avait beaucoup de travaux déjà aux États-Unis, notamment en Californie, au Caltech, au centre de technologie de Californie, où on avait mis en évidence cette complémentarité, ce mystère un peu des 2 hémisphères que bien plus tard le professeur Lucien Israël, célèbre cancérologue français, découvrira quand il ira dans les années 90, aussi en Californie, et qu'il rapportera cela dans un de ses ouvrages en 95, Cerveau droit, cerveau gauche, cultures et civilisations, comme s'il découvrait quelque chose. Alors j'avais une petite longueur d'avance sur ma curiosité là-dessus, pour vous dire qu'en fait, ça n'est pas du tout enseigné en faculté, hein, donc il faut s'y intéresser en plus et jusqu'à présent d'ailleurs, il y a une certaine réticence dans la médecine officielle à à à bien reconnaître ces découvertes ou à les minimiser. Il est vrai que ce sont pas des choses aussi tranchées, il ne faut pas être schématique, mais c'est une voie de compréhension de nous-mêmes qui est quand même très intéressante. Et alors, je m'étais intéressé à des méthodes de relaxation depuis longtemps et je m'étais dit qu'un jour, peut-être, je ferais aussi des stages comme ça parce que je voyais les effets sur les personnes de se révéler à eux-mêmes, de révéler leurs talents, de développer des capacités. Mais il n'y a pas d'école officielle pour cela. Je veux dire, qui s'en occupe à part peut-être certaines personnes qui ont parfois la tendance à être, des gourous et donc ça devient centré sur eux-mêmes et non pas centré sur les personnes pour les aider, parce qu'il n'y a pas de vraie régulation là-dessus. Alors, quand j'ai rencontré Didier en 91, fin 91, j'avais déjà effectivement mis au point un stage, une session voilà sur, 2 jours pour révéler les potentiels cérébraux. Et Didier avait cette approche, de Jung, de l'intuition qui me plaisait beaucoup parce que c'est quelque chose qui est largement laissé de côté, dans l'éducation, y compris jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça que nous avons collaboré. J'ai pu, effectivement, lancer ce stage, et proposer à des professionnels, même en entreprise comme à des personnes, voilà, de tout l'univers. Et depuis, alors, il y avait beaucoup de parts intuitives dans ce que j'ai proposé. Il y avait mes réflexions sur ce que je constatais dans les stages, dans mes lectures, mais il y avait aussi une grosse part intuitive à l'époque. Voilà. Or, il se trouve que 25 ans après, ou 30 ans après, les neurosciences viennent confirmer des choses extraordinaires. Et puis après, j'ai fait une formation un peu plus classique, un peu plus officielle de l'hypnose ericksonienne, qui est dite la nouvelle hypnose, pour avoir un diplôme de moins, pour savoir de quoi je parle, mais en gardant certaines choses et en écartant d'autres, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui rejoignent les neurosciences et d'autres qui sont un peu plus spectacles et qui ne m'intéressent pas du tout et qui n'ont pas lieu d'être. Alors, faire la part des choses, ça nécessite d'avoir effectivement des connaissances dans les neurosciences. J'ai travaillé à un moment donné avec un chercheur psychiatre à la Salpêtrière où j'ai exercé et on avait fait des études avec les électroencéphalogrammes, avec, des calculs spéciaux sur les électroencéphalogrammes. On voyait que certaines préparations dans la détente, la concentration, avaient des effets, neurophysiologiques quand même. C'était pas une histoire de simple suggestion. Il y avait que, le fait d'une écoute, produit un effet qui est difficile à quantifier, c'est vrai, mais ça n'en est pas moins réel. Et les 2 choses que je voudrais dire, c'est enfin même les 3 choses, les 3 fondements que je voudrais dire, c'est qu'à tout âge, nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre plus de choses. Bien sûr, la mémoire n'est pas la même qu'à 20 ans, quand on a 40 ans ou 60 ans, mais à tout âge, nous pouvons continuer à apprendre parce que, d'une part, on a montré, alors que moi j'avais appris le contraire, hein, dans mes études de médecine, on me disait tous les neurones meurent infailliblement à partir de 20 ans, on en perd tous des quantités, alors bonjour les dégâts, plus tard. Et c'est pas vrai.
on a montré qu'il y avait des cellules souches qui régénéraient les cellules du cerveau, notamment celles qui concernent les circuits de la mémoire. Donc, il y a de nouvelles cellules qui peuvent apprendre de nouvelles choses. Premièrement. La deuxième chose, c'est que les réseaux, c'est extrêmement complexe. Un cerveau avec plus de 100 milliards de cellules et des connexions incroyables. On estime qu'une cellule neuronale, un neurone, peut avoir quelques 10 000 connexions avec les autres. Donc, c'est extraordinairement complexe. Mais on arrive à suivre maintenant les réseaux plus précisément. On le faisait déjà avec l'anatomie. Voilà, il fallait attendre qu'il y ait des autopsies aussi pour ça. Et maintenant, grâce à l'IRM, ça a été le bouleversement, c'est du vivant des personnes. On peut étudier les réseaux anatomiques du cerveau grâce à des procédés de reconstitution en 3D également. Et on voit que tout est interconnecté d'une façon extraordinairement complexe. Mais ces connexions, elles peuvent changer en fonction de nos besoins, de notre contexte. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Les réseaux ne sont pas immuables totalement. C'est ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'il y a une lésion, lorsqu'il y a un déficit, un accident vasculaire, un traumatisme, eh bien, il faut pousser la stimulation et la rééducation pour susciter d'autres réseaux qui vont venir au secours de ceux qui sont défaillants. Donc ça, c'est quand même un deuxième point. L'adaptabilité, donc ça explique notre adaptabilité. Donc déjà, l'apprentissage est possible, d'une autre qualité, bien sûr, en fonction de l'âge. Plus l'âge avance, ça devient plus sélectif, plus porté par la motivation. En tout cas, on ne va pas apprendre n'importe quoi juste comme ça. Quand on est motivé, on peut vraiment apprendre. Il y en a même qui se lancent à apprendre plusieurs langues à plus de 60 ans. La deuxième chose, c'est l'adaptabilité, la plasticité, la souplesse des réseaux. Voilà, ça c'est quand même très important. Et puis, une autre chose qui pourrait être la grande, maintenant c'est une ruelle, mais ça pourrait devenir une grande avenue des neurosciences, et c'est ce que j'ai découvert à travers les articles et les lectures à partir des années 2010. Donc, vous voyez, c'était largement après, nous on commençait nos stages en 91-92. Et donc en 2010, vient ce qu'on appelle la découverte de l'imagerie motrice, à savoir que lorsque l'on, alors schématiquement, on prend un geste simple de vouloir bouger une main, il y a une zone motrice qui concerne la main droite, voilà, dans l'hémisphère gauche, qui commande les neurones qui vont commander après les muscles. Ça, c'est très répertorié. On peut faire une cartographie très précise comme ça du cerveau. Mais grâce à l'IRM fonctionnel, là aussi, on a pu s'apercevoir qu'il y a d'autres zones. On le savait déjà un peu par l'anatomie, bien sûr, mais là, c'est confirmé par l'IRM fonctionnel. Il y a des zones qui préparent le mouvement et qui ne sont pas les mêmes que celles qui vont déclencher le mouvement lui-même, les neurones moteurs. Il y a une aire prémotrice qui le permet, il y a des connexions avec d'autres zones, et lorsque l'on demande au sujet de penser au geste qu'il va effectuer, mais sans l'effectuer, eh bien, les zones qui sont avant s'allument en quelque sorte, sont actives effectivement. Donc la préparation du mouvement mental, elle active des zones qui sont dans la préparation du mouvement. Et on peut très bien s'arrêter là, mais empiriquement, cette préparation mentale, on la connaît depuis un siècle ou plus. Peut-être déjà les sportifs de haut niveau la pratiquent, des joueurs de golf, de tennisman, voilà. Et puis même des musiciens, hein. Moi, j'ai entendu des témoignages de grands musiciens qui, au lieu de jouer d'un pianiste, au lieu d'apprendre avec les notes voilà, progressivement en se mettant au clavier, apprennent tout mentalement, et quand ils sont prêts, ils jouent. Voilà, bon, c'est assez remarquable, mais il faut de l'entraînement, bien sûr. C'est dire que dans des situations un peu poussées comme ça, les personnes ont déjà eu recours à ce système d'imagerie motrice, qu'on a appelé imagerie motrice après, qui prépare l'action et qui,
on augmente la performance parce qu'il y a un bienfait de faire ça. C'est pas juste pour le plaisir, c'est qu'on voit que ces sportifs de haut niveau qui veulent garder le niveau très évidemment top, ont vu que c'était performant, que c'était vraiment utile. Et donc, ça rejoint ce que l'on fait comme travail, nous aussi, de travailler sur des objectifs précis, cadrés, pour évoquer les images mentales qui l'accompagnent et donc travailler sur la performance qui viendra d'elle-même. Ce n'est pas la peine de travailler comme une volonté, avec une volonté volontariste, mais avec une méthode qui est en fait souple, qui s'appuie sur la régénération des neurones, sur la plasticité neuronale, sur le fait qu'on puisse développer aussi, alors ce qui est très important, c'est de développer non seulement le langage, ça on apprend tous le langage à l'école, hein, ça nous prend plus ou moins de temps, voilà, c'est plus ou moins fastidieux, mais c'est quand même nécessaire pour communiquer, pour se comprendre, pour s'exprimer, mais développer aussi ce qui fait le pendant. Alors c'est un grand neurologue du XXe siècle qui l'avait souligné, je reviendrai peut-être. Le pendant du langage, c'est l'imagination créatrice et qui fait partie de notre dignité intrinsèque d'être humain, qui est particulièrement développée grâce aux lobes frontaux. Alors le langage aussi, l'intelligence, nous l'avons grâce aux lobes frontaux. Il n'y a aucune espèce animale qui a un lobe, ce qu'on appelle même préfrontal, tellement il est en avant du lobe frontal, qui a aussi développé que nous. Et dans ces réseaux, il y a toute la mémoire de travail, le jugement, donc c'est très, très développé. Eh bien, la capacité d'imagination créatrice fait le pendant, si je puis dire, de nos capacités de langage. Et l'imagination créatrice, eh bien, on la laisse en général librement à chacun d'en disposer, de savoir si elle existe ou pas, de la développer ou pas. Et puis débrouillez-vous avec. Alors peut-être avec les artistes ont plus de chance quand ils ont des tendances artistiques dans telle ou telle discipline, ils vont la développer parce qu'ils sont motivés de créer des œuvres et d'apprécier les œuvres des autres aussi. Mais quand on ne l'est pas et quand on est pris dans l'engrenage d'un nécessaire, bien sûr, d'un métier pour gagner sa vie, pour avoir une représentation sociale, pour exister, eh bien, il est possible que nous manquons des aspects éducatifs de cette imagination créatrice. Et c'est ce que je voudrais vous souligner et même réveiller. Et c'est pourquoi je propose une méthode basée sur ces exercices qui me sont venus en inspiration, c'est vrai. La plupart me sont venus en 91, je pense. Et c'est comme ça que j'ai mis au point le stage très vite. Mais c'était déjà une synthèse de ce que j'avais lu, de ce que j'avais compris à droite et à gauche, et que j'ai pu conforter après avec ce que j'ai appris de l'hypnose érectionnelle, c'est-à-dire de garder les clés intelligentes, je dirais vraiment intelligentes d'un psychiatre génial. Milton Erickson était un psychiatre américain du XXe siècle, génial, génial, ça on peut dire, puisqu'il était très créatif pour ses patients, y compris le même patient d'une séance à l'autre, et il avait des résultats extraordinaires, bien au-delà de la psychanalyse, qu'elle soit freudienne, jungienne ou autre. Mais ceci dit, j'ai été beaucoup intéressé par le côté psychiatrie assez vite dans mes études de médecine, puisque à un moment donné, je voulais être psychiatre. Mais quand j'ai vu la tournure que ça prenait avec un peu l'obligation d'une psychanalyse freudienne, c'était la mode dans les années 70, je me suis dit, oulala, je me réfugie dans ce qui est plus concret, donc la neurologie, c'était quand même plus sûr. C'est pas, mais ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à l'œuvre de Freud tout d'abord, de faire une psychanalyse. Voilà, je suis passé par une psychanalyse freudienne classique. Et puis après, j'étais tellement dubitatif que j'ai fait ma propre auto-analyse. Et après, j'ai découvert ces stages qui pouvaient être faits, qui montrent que les résultats sont bien plus rapides que ce que l'on dit par la psychanalyse, où il faut attendre des années et des années. Et encore, il y en a qui n'arrive à rien après des décennies, si ce n'est pas pire.
Et en France, on connaît très peu l'œuvre de Jung, ce qui est vraiment très dommage, parce que si on fait de la psychanalyse, Jung est un très grand psychanalyste aussi, et il a une autre approche de Freud qui ouvre des horizons et qui me semble beaucoup plus compatible avec les découvertes des neurosciences et avec ma façon de pratiquer. Donc je me suis beaucoup nourri de Jung à un moment donné, grâce à Didier d'ailleurs, et je vois qu'il a dit, j'ai vu qu'il était très proche de cette œuvre aussi, et on verra d'ailleurs tout à l'heure peut-être un schéma qui montre les fonctions intellectuelles telles qu'il les envisageait, qui donne un peu une classification et qui permet aussi de faire le point chacun, de savoir tiens, où est la branche la plus forte, où est celle qui est un peu défaillante, et de chercher justement l'équilibre. Et ça va être le maître mot, si je puis dire, de ce que nous proposons, c'est de trouver l'équilibre. Parce que lorsqu'on s'aperçoit justement de cette distinction, alors vous savez, le cerveau, peut-être, tiens, tu devrais montrer, Didier, quelques schémas. D'abord, un cerveau, à moins que vous ayez des questions, hein, voilà, on va peut-être montrer le cerveau de profil déjà, voilà, voilà. Alors le nez est là, à gauche, l'occiput est à droite. Vous avez le lobe frontal, je vous parlais tout à l'heure du lobe frontal qui est juste derrière le front, hein, comme l'indique son nom. Lobe pariétal sur les côtés, lobe occipital près de l'occiput, le lobe temporal sur les côtés, voilà. Et le tronc cérébral qui va à la moelle épinière, et puis en dessous du cerveau, vous avez le cervelet. Bon, c'est très schématique, vous avez des sillons qui séparent globalement chaque lobe. Et alors, nous avons deux hémisphères, un gauche, un droit, a priori euh, pratiquement pareil, et avec des indentations qui font que, vous savez, toutes ces indentations, c'est la substance grise, c'est des neurones qui sont rassemblés en quelques microns et qui font des indentations dans le cerveau, ce qui fait que si on étalait complètement le cerveau, on aurait 2 mètres carrés, donc beaucoup plus que notre petite tête. Voilà, il fait en gros 1,4 kg. Et on peut voir peut-être le schéma de 3/4 avec une coupe. Voilà. Alors ici, on a une coupe schématique. J'ai mis les 3 à droite, à gauche et les mis à gauche, mais peu importe. C'est-à-dire, vous voyez la substance grise là, qui fait tout le tour avec ses indentations. Et donc, vous avez une partie gauche, une partie droite, qui en fait n'est pas séparée au centre. Au centre, il y a notamment des voies d'association entre les deux, ce qu'ils appellent le corps calleux, environ 600 millions de fibres qui font voilà, des jonctions entre les deux hémisphères, surtout par rapport aux lobes frontaux, et qui permettent de donner une cohérence à notre existence, que notre hémicorps droit. Alors, l'hémicorps droit, je vous parlais tout à l'heure de la main, mais il y a les pieds et tout ça, il y a une représentation dans chaque hémisphère de chaque hémicorps opposé. Donc l'hémicorps droit, il est commandé par une zone motrice de l'hémisphère gauche et réciproquement. Eh bien, on n'a pas l'impression d'être divisé sur le plan moteur, on est cohérent, on a une action, on a l'impression d'être unifié, n'est-ce pas? Et puis alors pour la vue, c'est pareil, il y a je ne vais pas rentrer dans les détails ici, et puis ça serait trop fastidieux. Mais ce qu'on pouvait dégager des années 60, c'est-à-dire qu'il y avait des sections qui se faisaient sur ce corps calleux. Il y avait des lobectomies même carrément de l'hémisphère droit qu'on faisait chirurgicalement pour traiter des épileptiques graves ou des psychoses graves. Alors ça soulageait bien sûr, mais il faut voir après ce qu'il en, ce qu'il en était de leur vie au quotidien. Bien sûr, c'est abandonné maintenant, et c'est pour ça que les neuropsychologues se sont intéressés à savoir qu'est-ce qui s'exprime sur le plan intelligence de la part de l'hémisphère gauche et qu'est-ce qui s'exprime de la part de l'hémisphère droit. Et on en est venu à proposer un schéma. Alors, tu peux montrer le petit schéma avec les cases, s'il te plaît. Celui-là, oui, c'est ça, à dire voilà, des différentes fonctions hémisphériques réparties entre gauche et droit. Alors, je dis d'après Eccles notamment, je reviens, c'est celui que je citais tout à l'heure sur l'imagination créatrice. C'est un grand neurologue d'origine australienne qui a
eu d'ailleurs le prix Nobel de médecine quand il a sur ses travaux concernant les synapses. Synapse, c'est la connexion entre 2 neurones. C'est là où s'effectue le passage de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Et il a beaucoup étudié sur le cerveau, la conscience, et dans les années 90, il a sorti quelques livres comme ça. Et donc, j'étais très intéressé de le découvrir parce que je n'ai pas non plus appris Eccles en faculté. Alors, justement, on voit dans ce schéma, c'est un schéma, mais il faut le prendre comme un schéma seulement. Ce n'est pas du tout une vérité avec des compartiments étanches. Il y a des nuances. Il y a des nuances. C'est peut-être, on pourrait dire, c'est un peu plus de ça à gauche et un peu moins de ça à droite. Et alors, quand c'est à droite, c'est un peu plus de ça, mais sur à droite, mais ça n'est pas absent quand même de l'autre côté. Voilà. Donc, il ne faut pas aussi nous enfermer dans ces schémas trop simplistes. Pour ce qui est de la communication, revenons à l'hémisphère gauche, donc je vais surtout effectivement développer dans mon propos les fonctions intellectuelles. Vous comprenez, on parle des choses mentales, de l'intellectuel, de la créativité. C'est pas le côté moteur, la vue, tout ça, c'est en fonction, voilà. Hein. Mais tout est commandé par notre cerveau quand on a l'intention de faire ci, quand on se comporte comme ça, quand on réagit à cela, quand on peut répondre à cela, quand on comprend cela. Tout ça, ça passe par notre intelligence. Donc, on en est à ces différentes fonctions intellectuelles. Pour la communication, l'hémisphère gauche, c'est lui le principal à gérer le langage, aussi bien les entrées que les sorties, alors que le droit, un peu de côté non verbal, mais il a une richesse concernant l'intonation affective, ce qu'on appelle une prosodie, une espèce de poésie du langage, l'émotion que l'on met dans les mots. Et ça, c'est lui qui gère plutôt cela. Et donc, les deux en connexion, eh bien, on a une communication qui est tout à fait cohérente, qui est expressive, qui porte un intérêt. Voilà. Donc, le stimulus principal pour le gauche, c'est le langage. Il comprend la grammaire, la syntaxe, puisqu'il l'a appris. Et à droite, on est plutôt à être sensible aux images, aux formes, à la géométrie, aux perspectives, à la musique. Encore que la musique, c'est des deux côtés aussi, c'est très complet. Le mode de fonctionnement préférentiel, mais j'ai encore insisté en disant que ce n'était pas exclusif, il semble que, effectivement, dans l'étude neuropsychologique de chaque hémisphère, on ait montré qu'il y avait une certaine proportion à l'analyse du détail ou à raisonner de manière linéaire, dans une logique analytique et déductive. D'un point, on arrive à un autre, puis encore un autre, et on en conclut ceci. Voilà. Donc, c'est l'idée, c'est globalement la partie élémentaire, c'est le langage avec ses règles, ses déductions, sa compréhension liée à ces règles, tout ce qui permet d'articuler le langage et voilà, d'en faire tout un discours. Et c'est comme ça que comprend préférentiellement peut-être l'hémisphère gauche. Voilà. Alors qu'à droite, on est plutôt dans une impression dite globale des choses, holistique, ou dans les analogies, c'est-à-dire dans l'utilisation des images, des formes, voire des métaphores et des symboles. Mais là encore, aujourd'hui, je dirais, mais peu importe si c'est vrai ou pas, on a du mal, effectivement, à solliciter des personnes pour être témoins pour l'IRM fonctionnel, à dire vraiment, moi je vois en pathologie, quand des gens ont des lésions de l'hémisphère gauche, ils sont aphasiques et ils n'ont plus le langage, ils sont perturbés pour le langage. Bon, ça c'est lié à une lésion. Et à droite, quand quelqu'un, le plus souvent, hein, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des degrés. Et à droite, quand il y a une grosse lésion qui correspond à celui du langage, si c'était à gauche, eh bien, ils peuvent s'exprimer, ils comprennent, mais ils ont perdu totalement l'intonation affective et émotionnelle. Donc, ça devient un langage très neutre, voilà, et ils ne comprennent pas les émotions des autres. Ils sont coupés, voilà. Et ils sont coupés même d'eux-mêmes, quelque part. Bon, mais ça, c'est des cas de la pathologie. Évidemment, là, on a les lésions tout de suite. On peut supposer que quand il y a telle lésion dans tel endroit, eh bien, tel déficit correspond à ce que devrait donner cette région si elle fonctionnait.
Et sur le plan de conscience, bon, là, c'est à débattre parce que, il y a des travaux, notamment aux États-Unis aussi, plus récents d'un chercheur, c'est un neuropsychologue, c'était pas un neurologue, mais qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence émotionnelle, on en parle de plus en plus aussi, et au rôle que pourrait avoir l'hémisphère droit dans l'émission, la compréhension des émotions et dans notre rapport, dans un rapport avec l'inconscient. Bon, c'est alors les neurologues, très très vite avaient dit, depuis Broca et Wernicke, ça fait déjà un moment, ça fait plus, un siècle, on disait que puisque le langage est à gauche, l'hémisphère gauche, c'est notre, hémisphère dominant et l'autre était relégué à un statut d'hémisphère mineur. Mais il n'est pas du tout, mineur quand on le découvre, voilà, dans certaines applications. Et alors je cite, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une petite présentation vidéo que vous pouvez trouver sur Facebook. Je cite le cas du neuroanatomiste qui s'appelle Gilles Boltaylor, qui avait eu en 96 un accident vasculaire cérébral, un hématome du côté gauche, et qui s'était senti, avant de tomber dans le coma et d'être hémiplégique, mais elle s'était sentie libérée d'une certaine conscience, voilà, une conscience étroite et rationnelle, pour avoir une conscience élargie à l'univers, et elle décrivait tout cela très bien, après coup, du fait qu'elle ait parfaitement récupéré du langage. Ça, c'est une chance parce que les personnes qui font un hématome, enfin à gauche, un accident vasculaire à gauche, on garde souvent des séquelles. Donc, elle a pu écrire un livre et donner un témoignage. On retrouve la vidéo sur YouTube. Et elle-même étant un neurologue, neuroanatomiste, pouvait parfaitement décrire ce qui lui arrivait et on a tiré les conclusions par la suite. Donc c'est un témoignage que je trouve très très éloquent et elle montre des dimensions qui sont insoupçonnées lorsque l'hémisphère droit se sent enfin libéré de son carcan de domination du gauche. Alors peut-être que c'est vrai que le gauche est quand même dominant par notre culture, parce qu'on tient, on ne laisse pas très peu, ou du moins très peu de place à ce qui concerne la culture de l'hémisphère droit. Et Lucien Israël, que je rappelais tout à l'heure, en avait fait une conclusion un petit peu des conclusions en ce qui concerne nos cultures, que les cultures occidentales étaient plutôt type, entre guillemets, gauche, et culture orientale, droite. Mais enfin, bon, c'est pas aussi schématique que ça permet de réfléchir et ça permet de se poser des questions aussi, de savoir, mais qu'en est-il pour nous, personnellement? Qu'est-ce que l'on peut en tirer de tout cela? Eh bien, d'une part, c'est savoir est-ce que le droit est accessible? Heu, si on n'est pas doué pour ça, comment est-ce qu'on peut faire? C'est ça que je me suis posé comme question parce que, bon, c'est très bien d'écrire des choses comme ça, mais on a vu des cas extrêmes en pathologie quand on faisait des sections des lobotomies. Il y a une personne qui a eu un accident vasculaire qui a oui, mais alors normalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là où je me suis vraiment intéressé à la psychologie, à la psychiatrie et notamment Jung, parce que, Jung, quand il parle de l'inconscient collectif, lorsqu'il parle des archétypes et des symboles, il ne donne pas un langage de neurosciences, mais il va décrire des patients qui ont qu'il suit en psychanalyse et qui se révèlent à eux-mêmes vers un processus qu'il va décrire comme être un processus d'unification intérieure. Il appelle ça le processus d'individuation. C'est pour ça que l'œuvre de Jung devrait vraiment être mieux connue aujourd'hui et enseignée. Elle est aussi considérable que celle de Freud et je m'étonne qu'il y ait une telle lacune dans les pays francophones. Bon, c'est moins dans les pays anglo-saxons, mais encore faut-il se poser la question, même si on se lance dans une analyse jungienne, même éducative, hein, sans être une analyse personnelle, en se disant on va peut-être analyser les rêves, puisqu'ils ont dit quelle est la voie royale de l'inconscient, c'est de connaître ses rêves, c'est de les analyser, d'en parler, etc. Mais on va pas en finir avec tout ça. Est-ce qu'il y a
des méthodes quand même plus rapides parce qu'aujourd'hui, on est à une telle accélération du temps, on a besoin de choses beaucoup plus rapides. Moi, j'avais l'idée pendant longtemps que, oh ben non, c'est tout un travail, et etc. C'est vrai, ça reste tout un travail. Mais les changements de plasticité neuronale, ils peuvent se faire très vite. Des cellules souches qui se régénèrent, elles sont prêtes à l'action tout de suite. S'il y a le contexte, l'environnement, il y a quand même une influence sur nos cellules qui n'est pas seulement moléculaire ou qui n'est pas seulement biologique, qui peut être énergétique parce qu'on est dans un paquet d'électricité et que la transmission de l'influx nerveux dans le système nerveux est à la fois électrique, ça suit des champs électriques, et biologique dans la transmission synaptique. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses qu'on ne connaît pas encore et qui font que des possibilités sont plus rapides encore d'adaptation. Et c'est pour ça qu'en découvrant Milton Erickson et avec la rapidité avec laquelle il aidait les gens, grâce à la créativité, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et même des fois, on pourrait dire qu'il préparait les personnes, les patients qu'il avait, non pas pour leur induire un sommeil. Il ne faut surtout pas confondre l'hypnose avec le sommeil, ça, c'est pas la même chose. Mais lorsqu'il pouvait suggérer une analogie avec certains patients, j'ai été frappé de voir qu'il utilisait les termes qu'un neurologue un neurophysiologiste pourrait utiliser quand il décrit le sommeil avec les moments où l'on rêve, qui sont dites les phases de sommeil paradoxal avec des mouvements oculaires rapides. Alors qu'il y a une hypotonie, c'est-à-dire le tonus est complètement flasque du reste du corps, eh bien, il y a une activité cérébrale qui se fait au moment comme si on était un peu à l'état de veille, et avec des mouvements très rapides qu'on peut voir et on peut quantifier quand on met les électrodes. Donc ça montre qu'il avait aussi cette observation que pour provoquer en quelque sorte le sursaut imaginaire de ces patients, il pouvait leur faire la comparaison avec les rêves dans les périodes de sommeil paradoxal. Donc, on rejoint bien la neurologie. On a distingué, depuis 68, on a séparé les spécialités neurologie d'une part, psychiatrie de l'autre. Avant, on était tous neuropsychiatres. Et depuis 68, c'est pas possible, ou à quelques exceptions près. On est soit neurologue, soit psychiatre. Oui, c'est un peu que ce que tu expliques, c'est qu'on est soit hémisphère droit, soit hémisphère gauche, c'est ça? Ouais, oui, c'est Et en ça. fait, si tu me Et permets, en fait, il y a des ponts, il y a des ponts. Je dis oui, bien que ce pas des spécialités qui se recoupent totalement, mais il y a des ponts en tout cas. De même qu'entre les 2 hémisphères, il y a des ponts. Mais quand bien même, et c'est à cela que je veux en venir, donc Erickson m'a montré qu'il y avait des changements utiles et intéressants chez les patients en très peu de séances. Parfois, c'était une séance avec des gens qui avaient fait de la psychanalyse pendant des années, voire des dizaines d'années. Et ils ont trouvé la solution en allant voir Milton Erickson. d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis de façon, plus opérationnelle, dans les formations que nous donnions avec des chefs d'entreprise, on a vu des transformations en l'espace d'un week-end de gens qui arrivaient, tout gris, stressés, anxieux parce que leurs entreprises étaient en difficulté, parce qu'ils avaient un problème de relation avec les enfants, parce qu'enfin, on a eu des cas absolument incroyables, vu le nombre de gens qui sont passés dans nos stages, et avec des solutions mises en place dès le lundi matin. Mais que même lors d'une intervention, je me souviendrai, tu n'étais pas là, mais d'une intervention avec une entreprise de Beauvais qui était dans le carton industriel et l'impression de carton industriel, ce qui n'est quand même pas un métier très glamour. Eh bien, on est allé faire ce qu'on appelle un team building, mais façon avec tes méthodes, et façon plus créative, plus détendue, plus plein air. Et arrivé le lundi matin, ils ont démonté, alors que chaque ingénieur commercial, chaque vendeur avait son propre bureau, gardait ses dossiers sous le coude, vivaient tous dans le stress et puis la compétition.
Le lundi matin, ils ont démonté les cloisons pour travailler ensemble, pour s'échanger les informations, et ça a fait exploser le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est passé d'un côté un peu guerrier, on va dire peut-être très hémisphère gauche, très fighting, comme on dirait en anglais, à quelque chose de beaucoup plus ouvert dans le cœur, dans la dimension de l'émotion positive, et ce qui a donné des résultats complètement différents. Et ça, on Mmh. le voit, et j'appuie ton discours, si tu veux, avec des choses extrêmement concrètes, parce que c'est nécessaire de s'imaginer qu'on le fasse pour soi, qu'on le fasse en famille, qu'on le fasse avec une équipe de travail, etc. Au début, ça peut surprendre, encore que quand on faisait ça il y a 20 ans, c'est vrai, ou même 30, ça pouvait déranger un peu, mais aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. Et donc, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile à mettre en application. Aujourd'hui, beaucoup plus facile, mais heu, ce que c'est tout le travail préparatoire que tu as fait qui a permis parce que si tu leur avais dit: «Faites ci comme ça», ils l'auraient pas fait, tu Ah vois? ben non, Parce que c'était venu d'eux, oui, c'est-à-dire que le travail que nous pouvons faire, c'est effectivement, c'est comme un accouchement pour la personne elle-même, c'est un peu de l'induction socratique, hein, si on reprend les philosophes, c'est la intéressant, c'est de voir maïotique, oui, la maïeutique, oui. De faire accoucher ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes et qui est vrai vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres. Et non pas de se réfugier derrière une carapace, et puis voilà, de s'enfermer, quoi, et de absolument. rester hostile. Et Donc ça, c'est une force que nous avons en nous tous, c'est pas une exception, mais non, non, encore absolument, faut-il une absolument pas. éducation qui le permette. Ah! Oui. Alors, je reviens sur ces dessins justement parce que je vois l'heure qui tourne, et, Ah oui. Oui, beh, et remontre, ce schéma que nous avions je travaillé à voudrais, l'ép je voudrais alors justement, en bas, ça serait plus ce qui concerne le cerveau. Tout ça et au-dessus, c'est une extrapolation, en fait, intelligente de notre intelligence, oui. nous nous sommes amusés, Philippe et moi, à faire un dessin métaphorique. Vous voyez, ça ressemble un peu à un papillon si on regarde, un dessin métaphorique des fonctionnements cérébraux. Et ça va vous permettre de comprendre par rapport à vos métiers, quels que soient vos objectifs. Déjà, c'est de se regarder et de se dire quelles sont les zones, on va prendre ça comme ça, que j'utilise le plus ou qui deviennent presque des zones réflexes par rapport à des situations. Je suis face à un changement d'emploi du temps immédiat qui m'est imposé de l'extérieur. Comment je réagis? Est-ce que je dis: «Ah bah chouette, c'est un temps qui est libre», ou est-ce que je me dis: «Ah ben zut», et je me mets en colère, et à partir de ce moment-là, ce n'est pas du tout, du tout la même réalisation. Donc, à partir de nos comportements quotidiens, est-ce que j'ai un chèque qui arrive en retard de la part d'un client, je me dis: «Bon, c'est difficile, c'est grave, ma trésorerie est à sec, mais je vais l'appeler, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en moi, on va se mettre dans la détente et on va trouver une solution», ou est-ce que je suis plutôt en réaction de pouvoir, de processus, d'anxiété, et puis là, je vais vouloir imposer ma loi et imposer ma force? Et je dis ça pourquoi? Parce que en fait, comme Philippe l'explique depuis le début, le processus pour développer notre créativité, c'est dans le fait de rassembler les 2 hémisphères, les fonctionnalités des 2 hémisphères. Et ce qu'on appelle une œuvre ou une création, que ce soit Mozart, Picasso ou qui vous voulez, eh bien, d'un côté, il y a de l'imagination, il y a de l'esthétique, il y a de l'agilité, il y a peut-être de l'humour aussi. Mais de l'autre côté, il y a aussi des règles, des processus, une certaine rigueur, une logique, etc. Donc, ça veut dire que grâce aux exercices que Philippe fait faire, ou moi-même, ben, en fait, on fait en sorte qu'au niveau cérébral, ce ne soit pas plus un côté que l'autre, mais c'est vraiment 360 degrés, que vos potentialités à 360 degrés puissent se rencontrer. À partir de ce moment-là, se mettre en créativité. Lorsque j'ai travaillé sur la créativité, pas au niveau scientifique comme Philippe, mais au niveau des entreprises ou au niveau des individus, je me suis aperçu que plus on avait de culture générale, plus on s'intéressait à des milliers de choses, même à des choses pour lesquelles apparemment on n'a aucun intérêt, parce qu'on a tendance à s'intéresser toujours aux mêmes choses qui nous passionnent.
on n'ouvre pas la porte à des choses différentes. Même on nourrit notre cerveau d'informations multiples et un jour, sans le savoir, sous la douche, dans son bain, en voiture, dans le métro ou dans le train ou en se promenant dans la campagne, hop, il y a une idée qui arrive. Et c'est parce que sans arrêt, on a nourri nos émotions, notre confiance, notre esthétique, notre humour. Si on est trop hémisphère droit, on a un peu travaillé sur les processus, etc. Et plus on nourrit notre cerveau, plus on utilise tous ces fameux neurones dont Philippe nous parlait, toutes ces nouvelles connexions qui sans arrêt se produisent, plus on les nourrit avec des choses différentes et plus on a des chances d'être créatif. Et on peut le voir, on le verra un peu plus tard, euh, qu'il y a des gens qui ont eu des idées d'entreprise. Alors, il ne faut pas se fier aux études de marché, il ne faut pas se fier au fait qu'on te dise ça ne marchera jamais, parce que sinon, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent. On n'aurait pas eu Apple, hein, par exemple, hein, si Steve Jobs avait écouté tous les gens rationnels qui lui ont dit ça marchera pas, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment s'aligner sur son cœur, sur son âme, sur son esprit et mettre en connexion son cerveau à 360 degrés. Alors, pour mettre à 360 degrés, comme tu dis, c'est vrai que je crois que je suis venu à simplifier encore plus les choses grâce au schéma de l'étoile. Ça explique le processus qui va permettre d'appeler quelque part l'hémisphère droit ou les ressources créatives en tout cas. Je me suis dit, peu importe si tout le langage n'est pas concentré dans l'hémisphère gauche et qu'il y en a un petit peu à droite, peu importe si l'imagination créatrice concerne les deux hémisphères, on n'a pas forcément localisé précisément toutes ces zones encore au niveau de l'IRM. L'important, c'est ce que je présente ici avec cette étoile qui est vraiment la synthèse de toute ma réflexion depuis 40 ans sur ce sujet et qui traduit le côté pratique des exercices. Il est important, bien sûr, d'être interpellé au niveau du langage. Un exercice, ce sont des mots, ce sont des phrases, et donc qu'on lit ou qu'on écoute. Et je préfère qu'on écoute, d'ailleurs, plutôt parce qu'on prend plus de temps que quand on lit, surtout quand il y a des lecteurs rapides là, qui survolent. Donc, il faut prendre le temps d'en être un peu imprégné de ce qu'on entend. Et puis, vient, alors ça, c'est la première étape, vous voyez, sur cette branche d'étoiles. La deuxième étape, c'est la conscience sensorielle. En fait, c'est ce que j'appelle un peu la porte d'entrée. La porte d'entrée pour aller interpeller des ressources plus profondes, c'est de passer par une conscience du corps. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, je vous proposerai un petit exercice qui est déjà enregistré, que je pourrais faire avec vous comme ça, de conscience sensorielle qui permet un état de réceptivité, je dirais pas mieux que ça, je ne pense pas. Et c'est une porte d'entrée, c'est tout. Si ça procure une petite détente, une relaxation, plus ou moins agréable, voilà, c'est bien, mais c'est pas le but en soi, c'est une préparation. Puis vient donc, grâce à l'écoute, toujours, une stimulation en troisième étape de notre imagination. Et elle va être personnalisée parce que lorsque on vous parle, je sais pas, prenez l'exemple, vous avez en mémoire peut-être une fable de La Fontaine, euh, peu importe, hein, le corbeau, le renard ou un autre, mais même si on écoute les mêmes mots, chacun va écouter les mêmes mots qui ont été écrits par l'auteur, nous avons tous une perception différente de ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas un vrai film. Le film, on se le fait dans la tête. Et ça, c'est très important parce que avec les images imposées et tout ça, on a oublié de faire nos films. On, on, le fait encore par la lecture quand on arrive à lire, à prendre le temps. Et on sait que c'est très bon pour le cerveau, la lecture. Ça favorise plus les connexions neuronales que de voir un film. L'IRM montre qu'il y a plus de zones en interrelation. Donc, c'est stimulant. Et là, on va être stimulé parce que déjà, on est dans un état de réceptivité du corps. On n'est pas plus que quand on se met à lire, c'est un peu plus poussé. L'imagination va être donc plus
elle va être incitée à se manifester en vous par rapport à ces mots et même plus que ça, c'est-à-dire que, j'invite au-delà des propres mots, c'est à ne pas les suivre totalement, c'est-à-dire à dépasser même ce qui est proposé pour qu'il émerge de chacun de nous, de chacun de vous, dans d'autres choses, encore d'autres propositions qui vont vous être totalement personnelles. Alors tout ça tient compte de vous, de votre mémoire personnelle, de votre intelligence, et cetera. Et ça va passer aussi et s'enrichir par des symboles et des métaphores qui vont interpeller aussi toutes vos ressources personnelles. Et après, alors souvent, bien après, c'est ce que je vois dans beaucoup de méthodes, on fait de la sophrologie, on fait d'autres choses, très bien, on passe un bon moment, etc. Mais le plus souvent, on va manquer la dernière étape qui est la plus importante. C'est qu'il faut revenir, à mon avis, d'expérience en tout cas, je le dis, par rapport à ce qu'on a vécu, il faut revenir à une expression du langage. Et là, ça rejoint tout ce que disent les psychanalystes, c'est-à-dire laissez-vous exprimer, l'association libre, c'est la parole qui s'exprime, mais c'est pas canalisé, quoi. Tandis que là, il y a un travail canalisé, surtout si on apporte l'objectif sur lequel on travaille en même temps. Donc il y a une dynamique qui se fait, car dans l'expression orale ou écrite, je conseille, souvent d'avoir un petit bloc-notes ou un cahier, prévu pour ça, pour prendre quelques notes, ou quand c'est en stage, on peut s'exprimer ou dire, des choses, voilà, qui peuvent être dites, garder celles qui sont plus personnelles pour soi, bien sûr, mais le passer par le langage est essentiel. C'est cet aller-venue, cet aller-retour qui peut favoriser les passages dans le corps calleux, encore que ça peut passer par d'autres voies d'association. Il n'y a pas que celui-là entre les 2 hémisphères, il y en a qui sont plus profondes, mais enfin, peu importe les détails. Et ceci est à même de, susciter, plus d'intuition, plus de prise de conscience et donc de stimuler l'imagination créatrice qui vient d'elle-même parce que c'est un moteur qui est en nous et qui va répondre à une motivation, profonde qui est en nous. Alors chacun peut-être, peut suivre un peu ce schéma, mais chaque personne a sa particularité, a son unicité et qui est hautement respectable, bien sûr. Donc on ne peut pas se calquer les uns sur les autres, se copier. Dans ce processus-là se révèle chaque personne. Moi, c'est extraordinaire pour des exercices tellement simples, à chaque fois que j'entends tellement des choses différentes, des sensations différentes, des vécus différents, voilà, mais ça stimule quelque part. Et le résultat est que dans sa démarche personnelle, la personne va trouver vraiment une impulsion nouvelle qui va la, qui va la guider vers la créativité. Voilà le principe. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette image ou on peut y revenir. Je vais juste rajouter, pour, enrichir ton propos, il y a une notion de oser à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'une métaphore. Quand, par exemple, vous écoutez un texte et vous pouvez parfaitement écrire vos propres textes qui correspondent à votre vision de l'entreprise que vous voulez créer, vous les enregistrez et vous écoutez, ou vous écoutez d'autres auteurs. Et à partir de ce moment-là, quand vous vous mettez dans cette position de détente, en zone sophroliminale, comme on dit, pour pouvoir accueillir ce texte, il y a les mots, comme vient de le dire Philippe, qui vont peut-être vous suggérer des images. Et n'hésitez pas à ce moment-là à exprimer ces images que vous allez avoir, à les écrire, à les peindre, à les exprimer verbalement, parce que en fait, vous êtes dans un cercle vertueux d'enrichissement personnel où un mot amène une image, cette image amène d'autres idées, ces idées, vous les réécrivez, ça va en amener d'autres, etc. Et en fait, vous allez transformer votre cerveau en producteur de création et en producteur d'idées, en producteur de métaphores. Vous allez même vous apercevoir que parfois, eh ben, en développant ces particularités-là, vous vous trouvez parfois dans des situations incongrues ou emmerdantes, etc. Et vous allez avoir des images qui arrivent et vous allez avoir des métaphores qui arrivent. C'est-à-dire que pour expliquer les choses, au lieu de dire, mais tu vois, là, c'est le processus 43 qui n'a pas été mis en place avant le processus 42, alors que, etc. Et vous direz,
Mais non, on ne pouvait pas faire naviguer le navire sans avoir tiré le bout avant. Et vous vous mettrez à vous exprimer avec des images. Et plus vous allez faire ça, eh bien, plus vous allez, en plus, en termes de leadership, en termes de personnalité, ça va vous donner une puissance de rayonnement. Parce que quand vous impactez sur les autres avec des métaphores, vous n'interpellez plus l'hémisphère gauche, vous interpellez l'hémisphère droit. Et ça, ce sont des trucs de vendeurs dont on pourra parler après, en négociation, en vente, de travailler sur les métaphores. Ça permet de travailler sur les émotions des autres. Alors, tu voulais peut-être mettre l'exercice Ah oui, si en tu veux. route. Je vais Oui, donc, en souhaitant que tout le monde entende, est-ce que vous me ferez signe si jamais vous n'entendez pas? L'exercice numéro 1 aide à trouver le calme intérieur par la concentration sur votre respiration. Il est utile pour gérer rapidement un stress modéré. Quelle que soit votre position, assise ou allongée, ou même debout, à l'arrêt ou en train de marcher, prenez conscience de l'influx d'air qui entre par vos narines. Et percevez tout d'abord l'air sur le pourtour des narines, peut-être avec une sensation de fraîcheur agréable, aussi bien à droite qu'à gauche, de manière identique ou légèrement différente, cela n'a pas d'importance. Et restez quelques instants à ce niveau. Puis, continuez à percevoir les flux d'air qui entrent plus profondément dans vos narines. Cette sensation peut être ténue, subtile. Vous vous concentrez tranquillement. Puis vous ressentez l'air dans vos fosses nasales à l'intérieur de votre nez, à droite comme à gauche, plusieurs fois de suite, à chaque inspiration, à votre rythme qui s'adapte. Il se peut que vous ayez envie de bâiller maintenant ou plus tard. Laissez faire naturellement. D'habitude, vous n'avez pas besoin de percevoir ces sensations qui restent inconscientes. Et maintenant, vous décidez d'y prêter attention un petit moment qui peut être agréable, bienfaisant et même apaisant. Il vous suffit de percevoir la douce sensation de cette fluidité aérienne qui passe le long de vos muqueuses nasales, à leur surface. Et vous continuez plus en profondeur dans l'arrière-gorge, là où les deux colonnes d'air se rejoignent, pour n'en former qu'une seule, plus large. Et sentez la douce fraîcheur ou simplement la circulation d'air qui descend à chaque inspiration. Et maintenant par le larynx, qui fait une légère saillie repérable au milieu de l'avant du cou.
puis dans votre trachée, verticale dans la partie supérieure de votre poitrine. Peut-être n'y percevez-vous pas aussi nettement l'air qui descend à chaque inspiration. Vous pouvez vous aider en visualisant ce conduit d'air qui, à hauteur moyenne dans votre poitrine, est subdivisé en deux autres conduits, les bronches, droite et gauche, une pour chaque poumon. Et chacune de ces bronches est subdivisée elle-même en d'autres bronches plus petites et de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles sont subdivisées, comme une arborescence de plus en plus fine vers la périphérie. Puis au bout de ces petites bronches de calibre de plus en plus petit, l'air arrive dans une multitude de petits sacs souples, les alvéoles pulmonaires, qui sont comme de minuscules ballons serrés en grappes par milliers, qui se gonflent à chaque inspiration et se dégonflent à chaque expiration. Et ainsi de suite, régulièrement, selon votre propre rythme de ce moment, qui s'adapte aussi du fait de votre concentration soutenue. Et laissez la respiration continuer à son rythme paisiblement, dans la position qui vous convient, que vous réajustez si vous le souhaitez. Oui, voilà. Étant à la fois à observer ce déroulement et à le ressentir. Suivez durant quelques instants les mouvements réguliers du thorax qui se surélève ou s'avance légèrement à chaque inspiration et qui revient ensuite jusqu'au relâchement à chaque expiration. Percevez la sensation physique de ce mouvement qui, en fait, est réalisé par le diaphragme, ce grand muscle situé à la base de votre thorax. Le diaphragme s'étire et s'aplatit à chaque inspiration en s'élargissant, puis il se relâche et remonte un peu en coupole dans le thorax à chaque expiration. Tranquillement. Si vous êtes allongé, percevez votre ventre qui monte à chaque inspiration et descend à chaque expiration, à votre rythme, amplement. Et si vous êtes assis, votre ventre avance légèrement, puis revient à sa position, et ainsi de suite, agréablement, paisiblement. Et ce sont des choses dont vous pouvez tirer des bienfaits, simplement. Appréciez ce mouvement de va-et-vient, calme et régulier. Vous pourrez continuer votre expérience de conscience de votre respiration le temps qui vous est agréable. Il est possible que vous vous rendiez compte aussi de ce qui pourrait être amélioré de ces mouvements habituellement automatiques.
Par exemple, que vous souhaitiez en voir augmenter l'amplitude par moment, ou les laisser trouver un rythme plus souple par rapport à la colonne vertébrale, au niveau du dos, ou encore autrement. Et constatez ce que vous ressentez dans votre corps selon sa position. Vous pourrez reprendre cet exercice chaque fois que vous le voudrez ou que vous en sentirez le besoin et en tirer des bienfaits analogues de détente, de calme, de maîtrise de vous-même. Puis vous sortirez de cet exercice respiratoire à votre convenance, à votre rythme, en prenant peu à peu conscience de l'endroit où vous êtes, de votre corps. Vous vous sentirez peut-être comme régénéré ou apaisé. Prenez tout votre temps, tranquillement. Et étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Voilà, nous allons tous réactiver notre micro parce que sur le principe même de ce que je vous décrivais, même pour un exercice comme ça, pour commencer le processus qui va amener à la créativité, je vous invite à vous exprimer, voilà, ou à écrire ce que vous avez ressenti, comment ça s'est. On n'est pas obligé de s'étendre, mais donner voilà quelques peut-être des particularités ou la façon globale dont ça s'est passé. Et donc dans les stages, j'invite vraiment chacune à s'exprimer. Il y a pas d'exception. Voilà. Parce que c'est important dans le processus. C'est ça que j'accompagne. On est passé dans le, pas image, parce qu'il n'y a pas eu d'image. Si, il y a eu quelques images de se représenter un peu, mais peu importe l'exactitude anatomique, il ne s'agit pas de faire de l'anatomie comparée, mais voilà, de se faire une idée un petit peu. Au besoin, on pourrait, en refaisant l'exercice, avoir consulté quelques planches anatomiques, quelques dessins avant, mais c'est pas utile, hein, c'est pas forcément utile. Et après, s'exprimer dessus pour revenir de la fonction, pas image, mais ressenti d'une façon globale, visualisation de façon globale, à la fonction langage. Voilà. Et il y Donc, a un point qui est aussi très intéressant quand on s'exprime un peu tous, c'est que parfois, vous allez exprimer un ressenti ou exprimer une image, mais qui peut-être ne s'adresse pas à vous, mais à quelqu'un du groupe. alors ça, c'est très intéressant, oui, tout à fait. Je Et confirme. alors, on C'est retrouve tout ça comme avec ça, oui. d'autres méthodes comme les constellations familiales, etc. Mais c'est pour ça que quand Philippe nous invite à nous exprimer, c'est qu'en fait, c'est vraiment une histoire de partage. Parce que souvent, on a une image qui vient, ou dans d'autres types d'exercices, on a rencontré quelqu'un, ou on a vécu une situation, et on n'arrive pas à comprendre par rapport à nos objectifs, parce qu'on est toujours dans l'hémisphère gauche, on cherche à savoir pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on a eu telle image ou pourquoi on a eu telle sensation. Mais si ça se trouve, c'est juste un message qu'on doit délivrer à quelqu'un d'autre. Et peut-être que quelqu'un d'autre a un message pour vous aussi, qui peut vous aider par rapport à vos objectifs. Et ça, c'est bon, dans l'inconscient collectif de Jung, où il explique assez bien ça, avec justement parfois même ces synchronicités qui peuvent s'opérer. Tout à fait, tout à fait.
Enfin, merci. Ouais, Alors, je remercie tous, toi d'abord Didier d'avoir organisé ce webinaire, parce qu'on on en a eu vite l'idée ensemble, mais enfin voilà, et tu l'organises et c'est très bien, je te remercie beaucoup. Je remercie toutes les participantes, voilà, de votre participation, votre intérêt et à nous avoir écoutés. Et puis voilà, s'il doit y avoir des prolongements, moi je suis d'accord pour proposer les exercices les uns après les autres et puis de décliner là-dessus des prolongements, hein. Voilà, et puis de refaire des absolument. cursus. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne Bon soirée. week-end. Bon Merci à week-end vous. à tous. Bye Au revoir. bye. Au revoir. Sorry, Bonne soirée. Au revoir. Bonne Ciao. soirée. Au revoir.